et elle l'a attrapé par le bras, très fort. Elle lui a dit que s'il essayait encore, il pourrait tomber gravement malade. Il pleurait, mais elle n'était pas gentille comme quand vous êtes là. Ces mots confirmaient ce que Laurent commençait à soupçonner. « As-tu dit cela à ta grand-mère » Louise secoua la tête. « Elle ne me croit pas. Elle dit que Madame Céline est une sainte. » Elle sortit de sa poche un petit carnet usé. « Mais j'ai tout noté ici, toutes les choses étranges que j'ai vues. » Laurent prit le carnet avec révérence, comme s'il s'agissait d'un trésor inestimable. Il l'ouvrit et parcourut rapidement les pages couvertes d'une écriture enfantine, mais soignée. Louise avait documenté avec une précision étonnante les incohérences dans le comportement de Céline, les moments où elle semblait contredire les médecins, les occasions où elle avait empêché Mathieu de faire des activités normales sous prétexte de sa santé. « Louise, dit Laurent avec émotion, tu es une enfant extraordinaire, mais je dois te demander, pourquoi fais-tu tout cela? Pourquoi t'intéresses-tu tant à Mathieu ?» La petite fille haussa les épaules avec une simplicité désarmante. « Parce que ce n'est pas juste. Il devrait pouvoir jouer comme les autres enfants. Et puis ma maman disait toujours qu'il faut défendre ceux qui ne peuvent pas se défendre eux-mêmes. » Laurent sentit un élan de gratitude envers cette enfant courageuse. « Ta maman avait raison, et je te promets que nous allons aider Mathieu ensemble. » À cet instant, le téléphone de Laurent sonna, brisant l'intensité du moment. C'était le capitaine du yacht. « Monsieur Beaumont, je suis désolé de vous déranger, mais nous avons un problème. Madame Céline insiste pour que nous rentrions. Immédiatement. Elle dit que Mathieu ne se sent pas bien et qu'il a besoin de voir un médecin d'urgence. » Laurent sentit son sang se glacer dans ses veines. Qu'est-ce qui ne va pas exactement? Elle parle de vertige, de nausées. Elle est très agitée, monsieur. Mettez-la en ligne, s'il vous plaît. Un instant plus tard, la voix tendue de Céline résonna dans le téléphone. « Laurent, où es-tu exactement? Mathieu a commencé à se sentir mal après le petit déjeuner. Il a besoin de voir un médecin. »« Qu'est-ce qui s'est passé, Céline ?» demanda Laurent, essayant de garder un ton calme malgré la panique qui montait en lui. « Je ne sais pas. Il était parfaitement bien, puis soudain il s'est plaint de vertige. Je pense que c'est lié à ses efforts d'hier. Je t'avais prévenu que c'était trop tôt. » Laurent ferma les yeux, tentant de réfléchir clairement. Il ne croyait pas à cette soudaine maladie, pas après tout ce qu'il avait découvert. C'était trop commode, trop parfaitement aligné avec les avertissements de Céline. Mais au téléphone, exigea-t-il. Il est allongé dans sa cabine, Laurent. Il a besoin de calme. Mets-le au téléphone maintenant, Céline, je veux lui parler. Un silence tendu suivit, puis la voix faible de Mathieu résonna. « Papa ? Mathieu, mon chéri, comment te sens-tu vraiment ? » Je ne sais pas. J'ai la tête qui tourne. Et mon estomac. Laurent serra les dents. « Est-ce que tu as pris quelque chose ce matin ? Un médicament, peut-être ? » Céline m'a donné mes vitamines, comme d'habitude. Et puis un nouveau sirop pour la toux, même si je ne tousse pas. Elle a dit que c'était préventif. Un sirop, qui n'avait pas été prescrit, qui n'était pas nécessaire. Laurent sentit la colère monter en lui, mais il la contint pour ne pas effrayer davantage son fils. « Écoute-moi bien, Mathieu, je vais venir te chercher moi-même. En attendant, ne prends plus rien, absolument rien, même si Céline insiste. Tu comprends ? » « Oui, papa. » Laurent raccrocha, son esprit travaillant à toute vitesse. Il se tourna vers Louise, qui avait écouté toute la conversation avec des yeux de plus en plus grands. « Louise, j'ai besoin de ton aide. Peux-tu me donner ton carnet et garder le secret sur ce que nous avons découvert aujourd'hui ?» La petite fille hocha solennellement la tête et lui tendit le précieux document. « Vous allez sauver Mathieu, n'est-ce pas ?»« Oui, » promit Laurent avec une détermination féroce. « Je vais le sauver, et personne ne pourra plus jamais lui faire de mal. » Laurent quitta la villa en trombe, les notes de Louise soigneusement rangées dans la poche intérieure de sa veste. En conduisant vers le port d'Antibes, il passa plusieurs appels. Le premier fut pour Victor Marchand, son ami et associé de longue date. « Victor, j'ai besoin d'un service urgent, » expliqua-t-il rapidement. « Peux-tu contacter le docteur Moreau et lui demander de nous rejoindre à la villa dès que possible? C'est au sujet de Mathieu. Et surtout, qu'il n'en parle à personne, pas même à son cabinet. » Le deuxième appel fut pour son avocat, Maître Dupont, à qui il demanda de venir également à la villa en fin d'après-midi.
Apportez tous les documents concernant la tutelle de Mathieu et mes dispositions testamentaires, précisa-t-il, une idée commençant à prendre forme dans son esprit. En arrivant au port, il aperçut immédiatement le Juliette qui accostait au quai principal. Sur le pont, il distingua la silhouette de Céline, droite et tendue, et à côté d'elle, dans son fauteuil roulant, Mathieu qui semblait pâle, même à cette distance. Dès que la passerelle fut installée, Laurent monta à bord, ignorant les salutations du capitaine. Il se dirigea droit vers son fils. « Mathieu, dit-il doucement en s'agenouillant devant le fauteuil, comment te sens-tu maintenant ?» Le garçon leva vers lui un regard légèrement voilé. « Mieux, je crois, mais j'ai encore un peu la tête. Qui tourne ?» Laurent posa une main sur son front. Pas de fièvre. Il examina ses pupilles, légèrement dilatées. Quelque chose n'allait définitivement pas, mais ce n'était pas une maladie naturelle. « Je l'ai fait allonger et lui ai donné un peu d'eau sucrée », expliqua Céline, sa voix un parfait mélange de préoccupation et de compétence. « Les symptômes semblent s'atténuer, mais je pense qu'il devrait voir un médecin. »« Tout à fait d'accord », répondit Laurent sans la regarder. « Le docteur Moreau nous attend à la villa. » Il perçut la tension immédiate dans la posture de Céline. « Le docteur Moreau, ne serait-il pas préférable de consulter Pascal d'abord ? Il connaît mieux l'historique récent de Mathieu. » « Le docteur Moreau est son médecin référent, » répliqua Laurent d'un ton qui n'admettait pas de discussion. « Et je lui fais entièrement confiance. » Il prit les commandes du fauteuil roulant de Mathieu, ignorant délibérément l'offre de Céline de le pousser. Le trajet jusqu'à la villa se déroula dans un silence pesant, à peine interrompu par les quelques tentatives de conversation de Céline, auxquelles Laurent répondait par monosyllabes. À leur arrivée, ils furent accueillis par Victor et le docteur Moreau qui attendait déjà dans le salon. François Moreau, un homme d'une soixantaine d'années au visage bienveillant encadré de cheveux gris, s'approcha immédiatement de Mathieu. « Bonjour, jeune homme, dit-il avec chaleur. J'entends que tu ne te sens pas très bien aujourd'hui ?» Mathieu hocha la tête, son regard allant nerveusement de son père à Céline, comme s'il craignait de dire quelque chose de mal. « Le docteur va t'examiner dans ta chambre, » expliqua Laurent. Pendant ce temps, Céline et moi allons discuter avec Victor de quelques détails administratifs. Céline parut sur le point de protester, mais se ravisa face à l'expression déterminée de Laurent. « Bien sûr, acquiesça-t-elle avec un sourire crispé, mais je préférerais rester avec Mathieu pendant l'examen. »« Ce n'est pas nécessaire, » intervint le docteur Moreau avec une autorité tranquille. « J'ai l'habitude de travailler avec Mathieu. Et parfois, les enfants se confient plus facilement quand ils sont seuls avec leur médecin. » Céline n'eut d'autre choix que de céder. Tandis que le médecin emmenait Mathieu à l'étage, Laurent conduisit Céline et Victor dans son bureau. Une fois la porte fermée, il se tourna vers elle, toute prétention de normalité abandonnée. « Je sais tout, Céline. » Elle cligna des yeux, son visage un masque de confusion parfaitement exécuté. « De quoi parles-tu, Laurent ? » « Je sais que tu as délibérément maintenu Mathieu dans son fauteuil roulant alors qu'il aurait pu commencer à marcher il y a des mois. Je sais que tu l'as manipulé psychologiquement, lui faisant croire qu'il trahirait la mémoire de sa mère s'il guérissait trop vite. Je sais que tu as payé Pascal pour qu'il ralentisse sa rééducation. Et je suis prêt à parier que ce sirop, contre la toux que tu lui as donné ce matin, était en fait un sédatif, ou quelque chose de similaire pour provoquer ces symptômes soudains. Le visage de Céline se décomposa lentement, passant de la confusion feinte à une froideur calculatrice. Ce sont des accusations très graves, Laurent, et totalement infondées. J'ai des preuves, Céline, des témoins, des notes détaillées. Sur ton comportement. Il sortit le carnet de Louise de sa poche et le posa sur le bureau. Et je suis certain que le docteur Moreau confirmera que Mathieu a été drogué aujourd'hui. Victor, qui était resté silencieux jusqu'à présent, s'avança. Madame Mercier, en tant qu'ami proche de la famille, je dois vous dire que j'ai moi-même remarqué des comportements, disons, préoccupants de votre part. Votre dévouement envers Mathieu semblait admirable, mais avec le recul, il y avait quelque chose d'excessif, presque d'étouffant. Céline les regarda tour à tour, puis laissa échapper un rire sec, dénué d'humour. « C'est donc ainsi que vous me remerciez ? Après tout ce que j'ai fait pour cette famille, j'ai abandonné ma carrière, ma vie, pour m'occuper de vous deux. Pourquoi ?
demanda simplement Laurent. Pourquoi faire tout cela pour un homme que tu connaissais à peine et son fils? Quelle était ta véritable motivation, Céline? Elle se leva brusquement, son calme habituel remplacé par une nervosité visible. L'amour, bien sûr, je vous l'ai déjà dit. L'amour ne maintient pas un enfant prisonnier dans un fauteuil roulant, répliqua Laurent, sa voix tremblante, de colère contenue. L'amour n'utilise pas la mémoire d'une mère défunte comme une arme psychologique. Non, ce n'était pas de l'amour, Céline. C'était autre chose. Du contrôle, de la manipulation, ou peut-être... Il hésita, les pièces, du puzzle s'assemblant soudain dans son esprit. Peut-être que cela a quelque chose à voir avec mon testament. Céline se figea, une fraction de seconde trop longtemps pour que ce soit innocent. C'est ça, n'est-ce pas? Poursuivit Laurent, encouragé par sa réaction. Tu as découvert que j'avais modifié mon testament après la disparition de Juliette, que j'avais inclus une clause stipulant que si quelque chose m'arrivait avant que Mathieu n'atteigne sa majorité, la personne en charge de sa tutelle, qui serait toi, évidemment, aurait accès à une partie significative de ma fortune pour assurer son bien-être. C'est ridicule, balbutia Céline, mais son assurance habituelle s'effritait visiblement. Est-ce vraiment ridicule? Tu es entré dans nos vies au moment où nous étions le plus vulnérables. Tu t'es rapidement rendu indispensable. Tu as isolé Mathieu, contrôlé son environnement, ses soins médicaux, même ses interactions avec moi. Et plus important encore, tu as fait en sorte qu'il reste dépendant de toi. La porte du bureau s'ouvrit à cet instant, révélant le docteur Moreau, son expression grave confirmant les pires craintes de Laurent avant même qu'il ne parle. « J'ai prélevé un échantillon sanguin que j'enverrai au laboratoire », annonça-t-il, « mais je peux déjà vous dire que Mathieu présente des signes d'intoxication légère, compatibles avec l'ingestion d'un anxiolytique ou d'un sédatif léger. Rien de dangereux à cette dose, mais suffisant pour provoquer vertiges et somnolence. » Laurent ferma les yeux un instant, assimilant cette confirmation. Quand il les rouvrit, son regard était d'acier. Où est Mathieu maintenant? Il se repose dans sa chambre. Les effets devraient se dissiper complètement d'ici quelques heures. Merci, docteur. Laurent se tourna vers Céline, qui semblait avoir perdu toute couleur. Tu comprends ce que cela signifie? Tu as drogué mon fils. C'est une agression, Céline, un crime. Elle secoua frénétiquement la tête, son masque de perfection complètement désintégré. Non, non, tu ne comprends pas. C'était pour son bien. Il faisait trop d'efforts trop rapidement. Je voulais juste lui montrer les conséquences, lui faire comprendre qu'il devait être patient. Patient? Laurent laissa échapper un rire amer. Il est resté dans ce fauteuil pendant 6 mois, alors qu'il aurait pu marcher. 6 mois de sa vie que tu lui as volé. Céline recula, comme frappée physiquement par ces mots. Son regard se durcit soudain, toute prétention abandonnée. Tu ne comprends vraiment rien, n'est-ce pas, Laurent? Tu crois que tout est si simple? Le gentil père, la méchante belle-mère. Mais as-tu pensé une seule seconde à ce que j'ai traversé, à ce que j'ai sacrifié? Épargne-nous le mélodrame, Céline, intervint Victor avec dégoût. Tes sacrifices étaient calculés. Un investissement en vue d'un retour bien plus conséquent. Vraiment, sa voix montait dangereusement. Et qui s'occupera de Mathieu maintenant? Toi, Laurent, avec tes journées de 12 heures au bureau, tes voyages d'affaires constants, tu n'étais même pas là quand il a eu besoin de toi après. L'accident. Ces mots frappèrent Laurent comme un coup physique. Il touchait une vérité douloureuse, sa tendance à se plonger dans le travail, surtout après la perte de Juliette. Pendant un instant, le doute l'assaillit. Était-il vraiment le père que Mathieu méritait? Le docteur Moreau sembla percevoir son trouble. « Monsieur Beaumont, dit-il doucement, votre fils m'a confié quelque chose d'important tout à l'heure. Il m'a dit qu'il avait essayé de marcher en secret plusieurs fois ces dernières semaines, qu'il avait réussi à faire plusieurs pas seul dans sa chambre, mais qu'il avait peur de vous le dire, car Madame Mercier lui avait fait croire que cela vous rendrait triste, que vous préfériez le voir dans son fauteuil comme un rappel de sa mère. » Ces paroles dissipèrent instantanément le doute. La manipulation de Céline était encore plus insidieuse qu'il ne l'avait imaginé. « Je veux que tu partes, Céline, » dit-il d'une voix basse mais ferme. « Maintenant, prends tes affaires personnelles et quitte cette maison. Victor t'accompagnera pour s'assurer que tu ne prends que ce qui t'appartient. » Céline resta immobile, comme si elle ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait. « Tu ne peux
Pas me renvoyer comme une domestique. Pas après tout ce que j'ai fait. Je peux et je le fais. Et considère-toi chanceuse que je ne porte pas plainte immédiatement pour ce que tu as fait à mon fils, bien que cela reste une option. Tu le regretteras, siffla-t-elle, toute façade de civilité abandonnée. Qui s'occupera de lui comme « je l'ai fait ». Qui sera là jour et nuit? Moi, répondit simplement Laurent. Son père. Et contrairement à toi, je veux le voir grandir, s'épanouir, devenir indépendant, même si cela signifie qu'il aura moins besoin de moi. Un coup, sec à la porte interrompit cet échange tendu. Madame Leroy entra, suivie de Louise qui se tenait légèrement en retrait, visiblement intimidée par l'atmosphère électrique dans la pièce. « Pardonnez-moi, monsieur », dit la gouvernante, « mais Louise insiste pour vous parler. Elle dit que c'est au sujet de Madame Céline et de Mathieu, et que c'est très important. » Laurent fit signe à la petite fille d'approcher. « Qu'y a-t-il, Louise ?» L'enfant hésita, jetant un regard nerveux vers Céline, dont l'expression était maintenant ouvertement menaçante. « J'ai trouvé quelque chose dans la chambre de Madame Céline, quand j'aidais grand-mère à faire le ménage. » Elle sortit de sa poche un petit carnet noir qu'elle tendit à Laurent. Il était caché derrière les livres sur son étagère. Laurent prit le carnet et l'ouvrit. Contrairement à celui de Louise, rempli d'observations innocentes écrites d'une main enfantine, celui-ci contenait des notes précises, écrites d'une écriture élégante qu'il reconnut immédiatement comme celle de Céline. Des dosages de médicaments, des observations cliniques sur l'état de Mathieu, des notes sur les meilleurs moments pour administrer certaines substances, pour maximiser leur effet, tout en minimisant les risques de détection. Plus troublant encore, le carnet contenait des calculs détaillés, estimation de la fortune. De Laurent, pourcentage, projection financière, tout un plan méthodiquement élaboré. « Rends-moi ça !» Céline se précipita, tentant d'arracher le carnet des mains de Laurent, mais Victor s'interposa, la retenant fermement. « Ça suffit. »« Céline !» dit Laurent, refermant le carnet avec dégoût. « C'est terminé. Tu as perdu. » À cet instant précis, Maître Dupont, l'avocat de Laurent, arriva comme prévu plus tôt. En quelques minutes, la situation lui fut expliquée, et il confirma ce que Laurent soupçonnait déjà. Les actions de Céline constituaient non seulement une violation de confiance, mais potentiellement plusieurs infractions pénales, dont la mise en danger d'un mineur et l'administration de substances nocives. « Je vous conseille fortement de porter plainte, monsieur Beaumont », conclut l'avocat, après avoir examiné les preuves. « Ce genre de comportement est extrêmement grave, Laurent. » Hésita, son regard allant vers l'escalier qui menait à la chambre de Mathieu. « Pour l'instant, ma priorité est le bien-être de mon fils. Il a déjà traversé suffisamment d'épreuves. Une procédure judiciaire signifierait des interrogatoires, peut-être même un témoignage de sa part. »« Je comprends », acquiesça Maître Dupont. « Mais sachez que l'option reste ouverte, et j'insiste pour que nous prenions au moins des mesures de protection immédiate, une ordonnance d'éloignement par exemple. » Laurent approuva d'un signe de tête, puis se tourna vers Céline, qui était maintenant assise, défaite, sur une chaise près de la fenêtre, surveillée de près par Victor. « Tu as 1 heure pour rassembler tes affaires personnelles, » lui dit-il froidement. « Victor t'accompagnera puis te conduira à l'hôtel de ton choix à Antibes. À partir de demain, tu te débrouilleras seul. Si jamais tu tentes de contacter Mathieu, de t'approcher de lui ou de cette maison, je n'hésiterai pas à utiliser toutes les preuves en ma possession pour te poursuivre en justice. Est-ce clair ?» Céline leva vers lui un regard venimeux mais résigné. « Parfaitement clair. » Tandis que Victor emmenait Céline à l'étage pour qu'elle fasse ses bagages, Laurent se tourna vers Louise et sa grand-mère. Madame Leroy semblait sous le choc, incapable de réconcilier l'image de la Céline qu'elle croyait connaître avec les révélations de ces dernières heures. « Je suis désolée, monsieur, » murmura-t-elle, des larmes dans les yeux. « J'aurais dû écouter Louise quand elle essayait de me dire « Ce n'est pas votre faute, Madame Leroy », la rassura Laurent. Céline était très convaincante, elle nous a tous trompés. Il s'agenouilla ensuite devant Louise, la regardant avec une gratitude immense. « Quant à toi, jeune fille, tu as fait preuve d'un courage et d'une perspicacité extraordinaires. Tu as sauvé Mathieu d'une situation terrible. Je ne pourrai jamais assez te remercier. » La petite fille rougit, embarrassée par ces louanges. « Je voulais juste aider. Mathieu est mon ami. Et tu es une amie exceptionnelle. » Laurent se releva, une nouvelle résolution dans le regard. «
Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je dois aller voir mon fils. Il est temps que nous commencions à rattraper le temps perdu. Les jours qui suivirent le départ de Céline furent à la fois libérateurs et difficiles pour la villa des Roches Blanches. Laurent avait pris une décision radicale. Il s'accordait un congé d'1 mois, confiant temporairement la direction de ses entreprises à Victor. Pour la première fois depuis la disparition de Juliette, il plaçait délibérément sa vie professionnelle au second plan, déterminé à se consacrer entièrement à son fils et à sa guérison. Le docteur Moreau avait organisé une consultation approfondie avec une équipe pluridisciplinaire, neurologue, kinésithérapeute, psychologue infantile, pour évaluer l'état réel de Mathieu. Le verdict était unanime. Physiologiquement, rien n'empêchait le garçon de marcher normalement. Le véritable obstacle était psychologique, un mélange complexe de peur instillée par Céline et de culpabilité liée à la mémoire de sa mère. Ce ne sera pas un chemin facile, avait prévenu la psychologue, une femme douce mais ferme nommée Elisabeth Fabre. Mathieu a été profondément manipulé pendant une période cruciale de son développement. La confiance qu'il accordait aux adultes a été sérieusement ébranlée. Laurent avait acquiescé, déterminé à affronter cette épreuve. Que suggérez-vous? De la patience avant tout, et une approche progressive. Mathieu doit réapprendre à faire confiance, à son corps d'abord, puis aux autres, et surtout à lui-même. Le nouveau kinésithérapeute, Antoine Berger, un homme énergique aux méthodes radicalement différentes de celles de Pascal, avait établi un programme ambitieux mais réaliste. Nous commencerons par de courtes séances quotidiennes, en augmentant progressivement la durée et l'intensité. L'objectif n'est pas seulement de renforcer ses muscles, mais aussi de rétablir sa confiance en ses capacités physiques. La première semaine fut éprouvante. Mathieu, bien que libéré de l'influence néfaste de Céline, restait hésitant, craintif. Les mots qu'elle avait plantés dans son esprit continuaient de résonner, l'empêchant de s'engager pleinement dans sa rééducation. « Et, si elle avait raison, papa ?» demanda-t-il un soir alors que Laurent le bordait. « Et si je me blessais en essayant trop tôt ?» Laurent s'assit au bord du lit, choisissant soigneusement ses mots. « Mathieu, regarde-moi. Tu te souviens de ce que le docteur Berger a dit aujourd'hui? Tes jambes sont fortes, tes muscles fonctionnent parfaitement. Ton corps est prêt à marcher, à courir même. La seule chose qui t'en empêche, ce sont les mensonges que Céline t'a racontés. » Mais pourquoi elle aurait menti? Laurent soupira, confronté à cette question difficile qu'il redoutait. Comment expliquer à un enfant de 8 ans la manipulation psychologique, la cupidité, l'abus de confiance? Parfois, commença-t-il. Prudemment, les adultes font des choses difficiles à comprendre, même pour d'autres adultes. Céline avait ses propres problèmes. Elle croyait peut-être vraiment te protéger à sa façon, ou peut-être qu'elle avait besoin de se sentir indispensable, importante. Ce qui compte, c'est que maintenant, nous savons la vérité. Et la vérité, c'est que tu peux marcher. Tu l'as déjà prouvé. Mathieu sembla méditer ces paroles, son jeune visage sérieux dans la pénombre. Est-ce que maman serait vraiment triste si je remarche? Cette question brisa le cœur de Laurent. Il prit les mains de son fils dans les siennes. Oh, Mathieu, ta mère serait la personne la plus heureuse du monde de te voir marcher à nouveau. Elle t'aimait plus que tout. Son plus grand souhait était ton bonheur, ta santé, ta liberté. Ne doute jamais de cela. Des larmes silencieuses coulèrent sur les joues de Mathieu. Laurent le prit dans ses bras, le berçant doucement comme lorsqu'il était tout petit. Ce soir-là, père et fils pleurèrent ensemble, partageant un chagrin trop longtemps contenu, mais aussi une espérance nouvelle. Le tournant survint une semaine plus tard, lors d'une séance particulièrement intense avec Antoine. Mathieu avait réussi à faire plusieurs pas entre les barres parallèles, mais hésitait à lâcher son soutien pour marcher librement. « J'ai peur », admit-il, les mains crispées sur les barres métalliques. Antoine s'accroupit pour être à sa hauteur. « La peur est normale, Mathieu. Mais rappelle-toi, elle n'est qu'une émotion. Elle ne définit pas ce dont tu es capable. Et si je tombe? Alors tu te relèveras, » intervint une petite voix depuis l'entrée de la salle de rééducation. Louise se tenait là, accompagnée de sa grand-mère qui avait repris son rôle de gouvernante avec un dévouement renouvelé. Depuis le départ de Céline, Laurent avait encouragé les visites de Louise, reconnaissant l'effet positif qu'elle avait sur Mathieu.
Tout le monde tombe, poursuivit-elle en s'approchant. J'ai appris à faire du vélo l'été dernier. Je suis tombé au moins 20 fois, mais à la fin j'ai réussi. Mathieu la regarda puis jeta un coup d'œil à son père, qui l'observait avec un mélange d'amour et d'espoir. Quelque chose sembla se décider en lui. Lentement, il lâcha d'abord une main puis l'autre. Il vacilla un instant puis trouva son équilibre. Avec une détermination renouvelée, il fit un pas, puis un autre, s'éloignant des bars, marchant, sans soutien pour la première fois depuis l'accident. « Je marche !» s'exclama-t-il, son visage illuminé par un sourire qui effaçait des mois de souffrance. « Papa, regarde, je marche tout seul. » Laurent sentit sa vision se brouiller de larmes. « Je vois, mon fils, je vois. » Ce moment marqua un tournant décisif. Les progrès de Mathieu s'accélérèrent de jour en jour. 2 semaines plus tard, il pouvait marcher dans toute la maison sans assistance, bien qu'avec une légère claudication qui, selon Antoine, disparaîtrait avec le temps et l'exercice. Plus important encore, un changement s'opérait dans la personnalité de Mathieu. La joie naturelle de l'enfance, étouffée pendant si longtemps, refaisait surface. Il riait plus facilement, faisait des plaisanteries, s'intéressait à nouveau aux jeux et activités qu'il avait aimés avant l'accident. Il commença même à parler de retourner à l'école, une perspective qu'il avait toujours rejetée sous l'influence de Céline. Un matin, alors que Laurent prenait son café sur la terrasse, Madame Leroy vint l'informer qu'il avait un visiteur inattendu. Pascal Renard, l'ancien kinésithérapeute complice de Céline, se tenait dans le hall visiblement mal à l'aise. Laurent hésita, partagé entre la colère que cet homme lui inspirait encore et la curiosité. Finalement, il décida de le recevoir. « Monsieur Beaumont, commença Pascal dès qu'ils furent seuls, je sais que vous n'avez aucune raison de m'écouter, mais je tenais à venir m'excuser en personne. » Laurent l'observa froidement. « Une excuse ne changera pas ce que vous avez fait à mon fils. »« Je le sais bien. » Pascal baissa les yeux, incapable de soutenir son regard. « Je ne cherche pas votre pardon. Je voulais simplement que vous compreniez, je n'avais jamais eu l'intention de nuire à Mathieu. Au début, il s'agissait juste de ralentir un peu le processus, de ne pas précipiter les choses. Puis Céline a commencé à exiger davantage, à me verser des sommes importantes. J'avais des dettes après mon divorce. Ce n'est pas une excuse, juste une explication. Et maintenant, qu'attendez-vous de cette visite ? Pascal sortit une enveloppe de sa veste. J'ai apporté ceci. C'est l'argent que Céline m'a versé, avec les intérêts. Je sais que cela ne répare rien, mais... Il posa l'enveloppe sur la table. J'ai également décidé de renoncer à ma licence. Je ne peux plus exercer en sachant ce que j'ai fait. Laurent fut surpris par ce geste. Il n'absolvait pas Pascal de sa culpabilité, mais témoignait d'une forme de remords sincère. « Qu'est-il arrivé à Céline ?» demanda soudain Pascal. « Je n'ai plus eu de nouvelles depuis... » « Elle a quitté la région, d'après ce que je sais, » répondit Laurent. « Mon avocat m'a informé qu'elle avait été aperçue à Paris puis à Bruxelles. Je n'ai pas cherché à la retrouver. Tant qu'elle reste loin de mon fils, son sort m'indiffère. » Pascal hocha la tête, semblant comprendre. Après quelques instants de silence, il se leva. « Je ne vous importunerai pas davantage. Je tenais simplement à dire ma part de vérité et à vous souhaiter, à vous et à Mathieu, tout le bonheur possible pour l'avenir. » Après son départ, Laurent resta longtemps immobile, méditant sur cette visite inattendue. Une partie de lui restait amère, incapable de pardonner ce que cet homme avait fait. Mais une autre partie, peut-être plus sage, reconnaissait que la vie était rarement faite de noir et de blanc absolu. Les gens faisaient des erreurs, certaines impardonnables, mais la plupart étaient simplement humains, faillibles, parfois lâches, face à leurs propres démons. Il fut tiré de ses réflexions par des rires provenant du jardin. Par la baie vitrée, il aperçut Mathieu et Louise jouant au badminton sur la pelouse. Son fils se déplaçait avec une aisance croissante, courant même pour rattraper un volant particulièrement difficile. Cette vision effaça momentanément toute amertume de son cœur. Le soir venu, Laurent convoqua une petite réunion dans le salon. Étaient présents Mathieu, bien sûr, mais aussi Madame Leroy et Louise. Victor, qui passait régulièrement prendre des nouvelles, et Elisabeth Fabre, la psychologue qui avait joué un rôle crucial dans le rétablissement de Mathieu. « J'ai une annonce à faire », déclara Laurent, tenant son fils par les épaules. « J'ai pris une décision importante concernant notre avenir. »
Tous le regardèrent avec curiosité, attendant la suite. Pendant trop longtemps, cette maison a été associée à la souffrance, à la perte, puis à la trahison. Je pense qu'il est temps pour nous de prendre un nouveau départ, dans un endroit qui n'est pas chargé de tant de souvenirs douloureux. Mathieu leva vers lui un regard interrogateur. « On va déménager ?»« Pas très loin », le rassura Laurent, avec un sourire. « J'ai trouvé une propriété à Saint-Paul-de-Vence. Une maison plus petite, plus chaleureuse, avec un grand jardin et une piscine. Et le plus important, une école excellente à proximité. » Le visage de Mathieu s'illumina à la mention de l'école. « Je pourrais y aller à pied ?»« Absolument. Dès que tu te sentiras prêt. » Madame Leroy semblait préoccupée. « Et pour le personnel, monsieur, la villa emploie tant de personnes. » J'y ai pensé, bien sûr. Tous ceux qui le souhaitent pourront continuer à travailler pour nous. Les autres recevront une généreuse indemnité de départ et des recommandations pour trouver un nouvel emploi. Quant à vous, Madame Leroy, j'espérais que vous accepteriez de nous suivre. Mathieu et moi serions perdus sans vous. La gouvernante sourit, visiblement émue. Ce serait un honneur, monsieur. Laurent se tourna ensuite vers Louise. Et toi, jeune fille, j'ai une proposition spéciale. Avec l'accord de ta grand-mère, bien sûr. J'ai créé un fonds éducatif à ton nom. Il couvrira tous tes frais d'études, jusqu'à l'université si tu le souhaites. C'est le moins que je puisse faire pour remercier celle qui a sauvé mon fils. Louise écarquilla les yeux, stupéfaite. Vraiment, je pourrais aller à l'université? Vraiment. Et il y a plus. Laurent prit une enveloppe sur la table et la tendit à Madame Leroy. Ceci contient l'acte de propriété d'une petite maison à Saint-Paul-de-Vence, non loin de notre future résidence. Elle est à votre nom, Mathilde, pour que vous et Louise puissiez avoir un véritable chez vous. La gouvernante porta une main à sa bouche, incapable de parler sous le coup de l'émotion. Louise se jeta dans les bras de Laurent, exprimant par ce geste spontané toute la gratitude que les mots ne pouvaient contenir. « Ce n'est pas de la charité », précisa Laurent, devinant la fierté qui risquait de faire hésiter Madame Leroy. « C'est de la justice et de la reconnaissance pour ce que vous avez fait pour notre famille. » Élisabeth Fabre, qui avait observé la scène avec un sourire approbateur, prit la parole. « Cette décision me semble excellente, Monsieur Beaumont. Un nouveau cadre sera bénéfique pour Mathieu, et maintenir les liens qui se sont créés ces dernières semaines, avec vous, avec Louise, avec Madame Leroy, contribuera à sa stabilité émotionnelle. » Justement, poursuivit Laurent, j'ai une dernière annonce. J'ai décidé de réorganiser mes activités professionnelles. Je continuerai à diriger mes entreprises, mais je déléguerai davantage, je voyagerai moins. Ma priorité, à partir de maintenant et pour toujours, c'est d'être présent pour mon fils. Mathieu regarda son père avec une expression de pure joie. « Vraiment? Tu ne partiras plus pendant des jours? »« Vraiment. J'ai manqué trop de moments importants, Mathieu. Je ne referai pas cette erreur. » Plus tard dans la soirée, après que tous les invités furent partis, Laurent et Mathieu se retrouvèrent seuls sur la terrasse, contemplant le ciel étoilé au-dessus de la Méditerranée. Le garçon était blotti contre son père, savourant cette proximité retrouvée. « Papa, murmura-t-il après un long silence confortable, est-ce que tu crois que maman nous voit de là-haut » Laurent embrassa le front de son fils. « J'en suis certain, et je suis sûr qu'elle est immensément fière de toi, de ton courage, de ta persévérance. Tu crois qu'elle serait fière de toi aussi ?» La question prit Laurent au dépourvu. Il réfléchit un instant. « Je l'espère. J'ai fait des erreurs, Mathieu. J'ai été aveugle quand j'aurais dû voir, absent quand j'aurais dû être présent. Mais j'apprends chaque jour à être un meilleur père. Et je continuerai d'essayer, je te le promets. » Mathieu hocha la tête solennellement. « Je t'aiderai, dit-il, avec le sérieux touchant de l'enfance. On s'aidera tous les deux. Cette promesse, simple mais profonde, scella leur pacte. Père et fils restèrent ainsi, enlacés sous les étoiles, deux âmes réunies après avoir traversé l'obscurité, prêtes à accueillir ensemble l'aube d'une vie nouvelle. 5 ans s'étaient écoulés depuis les événements qui avaient bouleversé la vie de la famille Beaumont. Le temps, ce grand guérisseur, avait fait son œuvre, transformant les blessures en cicatrices, puis les cicatrices en simples souvenirs qui, s'ils n'étaient pas oubliés, avaient perdu leur pouvoir de faire souffrir. La nouvelle demeure à Saint-Paul-de-Vence s'était révélée être exactement ce dont Laurent et Mathieu avaient besoin. Un sanctuaire de paix baigné de la lumière dorée de la Provence, loin des fantômes qui hantaient la villa des Roches Blanches.
La maison baptisée le refuge par Mathieu était moins grandiose que leur ancienne résidence, mais infiniment plus chaleureuse. Les murs blancs s'ornaient désormais de photographies colorées montrant Mathieu dans diverses activités, jouant au football, nageant, recevant des prix scolaires, témoignage vivant de sa renaissance. En ce dimanche ensoleillé de juin, le jardin du refuge accueillait une petite fête pour célébrer le 13e anniversaire de Mathieu. Une table dressée sous la pergola croulait sous les plats préparés avec amour par Madame Leroy, toujours fidèle au poste malgré ses propositions répétées de prendre sa retraite. Laurent insistait qu'elle faisait partie de la famille, et la gouvernante, qui vivait maintenant confortablement dans la maison voisine avec Louise, semblait heureuse de poursuivre son rôle, bien que de façon moins formelle qu'auparavant. Laurent observait la scène depuis la terrasse, un verre de citronnade à la main, son visage autrefois marqué par le chagrin, et l'anxiété avait retrouvé une certaine sérénité. Quelques fils argentés parsemaient ses tempes, seul signe visible du passage du temps et des épreuves traversées. Mathieu était au centre d'un groupe d'amis de son âge, tous élèves, de la prestigieuse école internationale qu'il fréquentait désormais. Grand pour ses 13 ans, athlétique, le garçon ne portait plus aucune trace visible de son long confinement dans un fauteuil roulant. Seuls ceux qui le connaissaient bien pouvaient parfois remarquer une légère raideur dans sa démarche. Lorsqu'il était fatigué, vestige physique minime d'un traumatisme psychologique bien plus profond. « Il est méconnaissable, n'est-ce pas ?» dit une voix à côté de Laurent. Il se tourna pour voir Elisabeth Fabre, qui avait été invitée non pas en tant que psychologue, mais comme amie de la famille, un statut qu'elle avait naturellement acquis au fil des ans. « Parfois, je me demande si tout cela a réellement eu lieu, » admit Laurent. « Quand je le vois ainsi, heureux, confiant, entouré d'amis, c'est comme si ces 6 mois de cauchemar n'avaient été qu'un mauvais rêve. » Elisabeth sourit avec sagesse. C'est le pouvoir de la résilience, surtout chez les enfants. Ils ont cette capacité extraordinaire à se reconstruire, à condition d'être entourés d'amour et de stabilité. Il a fallu du temps, pourtant. Les cauchemars, la peur d'être abandonné, la difficulté à faire confiance. Oui, mais vous avez été patient. Vous avez été présent, constamment. C'est ce qui a fait toute la différence. Laurent hocha la tête, reconnaissant la vérité de ses paroles. Il avait tenu sa promesse, réorganisant sa vie professionnelle pour être pleinement disponible pour son fils. Il avait délégué davantage, refusé les voyages trop longs, assisté à chaque événement scolaire, chaque match de football. Cette présence constante avait été le socle sur lequel Mathieu avait pu reconstruire sa confiance en lui-même et dans le monde. « Et regardez Louise », poursuivit Elisabeth, désignant la jeune fille de 15 ans qui aidait à servir les rafraîchissements. Quelle transformation chez elle aussi. Louise avait en effet beaucoup changé. L'enfant timide et observatrice s'était métamorphosée en une adolescente vive et déterminée. Excellente élève, elle nourrissait déjà des ambitions précises. Pour son avenir, des études de droit avait-elle confié récemment à Laurent, pour défendre ceux qui ne peuvent pas se défendre eux-mêmes, reprenant inconsciemment les mots de sa mère qui l'avait guidée 5 ans plus tôt. Le lien entre Mathieu et Louise s'était approfondi avec les années, évoluant d'une amitié enfantine née dans des circonstances extraordinaires à une complicité fraternelle indéfectible. Ils se disputaient parfois, comme tous les frères et sœurs, mais se soutenaient mutuellement avec une loyauté farouche. « Il y a quelque chose dont je voulais vous parler », dit soudain Elisabeth, son ton devenant plus sérieux. « J'ai reçu des nouvelles concernant Céline Mercier. » Laurent se raidit imperceptiblement. Ce nom n'avait plus été prononcé dans cette maison depuis longtemps. « Quel genre de nouvelles ?» Elle est revenue en France, elle vit à Lyon maintenant, sous un nom différent. Elle travaille comme assistante dans une maison de retraite. « Comment l'avez-vous appris ?»« Pascal Renard m'a contacté. Il l'a croisée, par hasard lors d'une visite à sa tante résidente de l'établissement. Il a pensé que vous devriez être informé. » Laurent resta silencieux un moment, assimilant cette information. Étrangement, il ne ressentait pas la colère à laquelle il s'était attendu, juste une vague mélancolie. « Pensez-vous qu'elle représente encore un danger ?» demanda-t-il finalement. Elisabeth secoua la tête. « Je ne le crois pas. D'après Pascal, elle semblait différente, plus humble. Il m'a dit qu'elle avait suivi une thérapie intensive. Bien sûr, cela ne justifie en rien ce qu'elle a fait. Mais
Mais les gens peuvent changer, compléta Laurent, surpris par sa propre clémence. Ou du moins, ils peuvent apprendre de leurs erreurs. Exactement. Et puis, regardez autour de vous. Elle fit un geste englobant le jardin animé, les rires des enfants, la beauté sereine du lieu. Elle n'a plus aucun pouvoir ici. Votre vie, celle de Mathieu, ont continué sans elle. Vous avez triomphé. Laurent médita ces paroles, reconnaissant leur justesse. Le mal que Céline avait tenté de faire avait été vaincu non par la vengeance ou la punition, mais par l'amour, la persévérance et la volonté de guérir et d'avancer. « Papa, viens voir mon cadeau. » La voix enthousiaste de Mathieu interrompit ses réflexions. Laurent s'excusa auprès d'Elisabeth et rejoignit son fils qui déballait un paquet volumineux, un télescope professionnel offert par Victor et sa femme. « C'est exactement celui que je voulais », s'exclama Mathieu, les yeux brillants d'excitation. « On pourra observer les étoiles ensemble ce soir ?»« Bien sûr, champion, dès que le ciel sera assez sombre. » L'astronomie était devenue une passion partagée entre le père et le fils, un rituel qu'ils pratiquaient régulièrement les nuits claires. Allongés sur des chaises longues sur la terrasse, ils contemplaient l'infini au-dessus d'eux, parlant de tout et de rien, de science et de rêves, de souvenirs et d'avenir. La fête se poursuivit joyeusement jusqu'au soir. Après le gâteau, un chef-d'œuvre de chocolat et de fraises préparé par Madame Leroy, et l'ouverture des derniers cadeaux, les invités commencèrent à partir. Bientôt, il ne resta plus que la famille élargie. Laurent, Mathieu, Madame Leroy, Louise, Victor et sa femme Claire et Elisabeth. Ils s'installèrent sur la terrasse pour profiter de la douceur du soir. Les lumières de Saint-Paul scintillaient au loin, et au-dessus d'eux, les premières étoiles apparaissaient dans le ciel qui s'assombrissait. « J'ai quelque chose à vous annoncer, » dit Laurent, attirant l'attention de tous. « J'ai pris une décision importante. » Mathieu le regarda avec curiosité. « Quelle décision, papa ?»« J'ai décidé de créer une fondation. » Laurent sourit, visiblement ému par ce qu'il s'apprêtait à partager. « Elle s'appellera la Fondation Juliette Beaumont, en l'honneur de ta mère. Son objectif sera d'aider les enfants victimes de traumatismes, qu'ils soient physiques ou psychologiques, à retrouver leur autonomie et leur joie de vivre. » Un silence ému accueillit cette annonce. Mathieu fut le premier à réagir, se levant pour serrer son père dans ses bras. « C'est magnifique, papa. Maman aurait adoré. » La Fondation travaillera en étroite collaboration avec des hôpitaux et des centres de rééducation, poursuivit Laurent. Elle financera des programmes thérapeutiques innovants, des équipements adaptés, des bourses d'études pour les enfants dont les familles n'ont pas les moyens. Et il fit une pause, regardant directement Louise. « J'espérais que tu accepterais d'en être la marraine honoraire. Après tout, c'est ton courage qui a inspiré ce projet. » La jeune fille rougit, visiblement émue. « Moi, mais je n'ai rien fait d'extraordinaire. Tu as fait preuve d'une compassion et d'un courage remarquables, à un âge où la plupart des enfants ne pensent qu'à eux-mêmes. Tu as persisté quand les adultes ne t'écoutaient pas. Tu as suivi ton instinct et ton cœur. Si ce n'est pas extraordinaire, je ne sais pas ce qu'il est. » Louise regarda sa grand-mère comme pour chercher son approbation. Madame Leroy hocha la tête avec fierté. « Tu le mérites, ma chérie. »« Dans ce cas, j'accepte, » dit-elle finalement. « Ce sera un honneur. » La conversation se poursuivit tard dans la soirée, évoquant les détails du projet, les personnes à impliquer, les premières actions à entreprendre. Victor, toujours l'homme d'affaires pragmatique, suggéra des stratégies de financement, tandis qu'Elisabeth offrit son expertise professionnelle pour les aspects thérapeutiques. Progressivement, les invités prirent congé. Victor et Claire partirent les premiers, suivis d'Elisabeth. Madame Leroy et Louise, qui vivaient à quelques pas, restèrent un peu plus longtemps pour aider à ranger, puis se retirèrent à leur tour, laissant père et fils seuls. Comme promis, Laurent et Mathieu installèrent le nouveau télescope sur la terrasse. La nuit était parfaite pour l'observation astronomique, claire, sans lune, avec une légère brise qui chassait toute humidité de l'air. « Regarde » dit Mathieu après avoir ajusté l'instrument. « On peut voir Saturne et ses anneaux. » Laurent se pencha pour observer la planète lointaine, parfaitement visible à travers la lentille de précision. « C'est magnifique. Ta mère adorait Saturne. Elle disait que c'était la plus élégante des planètes. » Ils passèrent 1 heure à explorer le ciel, identifiant constellations et planètes,
discutant des missions spatiales en cours et des possibilités de vie extraterrestre, un sujet qui fascinait particulièrement Mathieu. « Papa, » dit soudain, le garçon détournant son attention du télescope, « je pense souvent à ce qui s'est passé. Avec Céline, je veux dire. » Laurent se tendit légèrement. Il n'avait pas abordé ce sujet depuis longtemps. « Qu'est-ce qui te préoccupe exactement ?» Ce n'est pas vraiment une préoccupation, c'est juste que je me demande parfois pourquoi certaines personnes font du mal aux autres. Est-ce qu'elle était simplement mauvaise ou y avait-il autre chose? Laurent soupira cherchant les mots justes pour cette conversation complexe. Je ne pense pas que les gens soient simplement bons ou mauvais, Mathieu. Nous sommes tous capables du meilleur comme du pire, selon notre histoire, nos blessures, nos peurs. Même toi, demanda Mathieu avec une candeur désarmante. Même moi, admit Laurent avec un sourire triste. Je n'ai pas toujours été le père que j'aurais dû être. Après la disparition de ta mère, je me suis plongé dans le travail, je t'ai négligé quand tu avais le plus besoin de moi. C'était une forme d'égoïsme, de lâcheté peut-être. Mais tu as changé. Oui, j'ai changé. Parce que j'ai compris ce qui était vraiment important. Parce que j'ai failli te perdre, toi aussi. Mathieu médita ces paroles, son jeune visage sérieux dans la pénombre. Tu crois que Céline pourrait changer aussi? Je l'espère, répondit honnêtement Laurent. Pour elle-même, surtout. Vivre avec tant de noirceur en soi doit être un terrible fardeau. J'espère qu'elle a trouvé quelqu'un qui l'aide, comme Louise m'a aidé. La profondeur de cette réflexion, la compassion qu'elle révélait, émut profondément Laurent. Son fils, malgré tout ce qu'il avait enduré, ou peut-être grâce à cela, avait développé une sagesse et une empathie rares. Tu es un être exceptionnel, Mathieu. Beaumont, dit-il avec émotion, ébouriffant affectueusement les cheveux de son fils. Et je suis infiniment fier d'être ton père. Mathieu sourit, gêné mais visiblement touché par ces mots. On continue l'observation? Absolument. Montrons à ta mère que nous prenons soin de son étoile. C'était devenu leur rituel privé. Chaque fois qu'ils observèrent le ciel, ils accordaient une attention particulière à une étoile particulièrement brillante dans la constellation de Cassiopée, qu'ils avaient baptisée l'étoile de Juliette. Ce n'était pas scientifique, bien sûr, mais cela leur apportait un réconfort que la rationalité ne pouvait offrir. Alors qu'ils partageaient ce moment paisible, Laurent réalisa pleinement le chemin parcouru. De la sombre villa, où la manipulation et le mensonge avaient failli détruire son fils, à cette terrasse baignée de sérénité, sous un ciel étoilé, du désespoir à l'espoir, de la solitude à cette famille reconstruite, différente mais plus forte, plus authentique. Le véritable miracle n'était pas que Mathieu ait retrouvé l'usage de ses jambes, bien que cela reste un immense soulagement. Le véritable miracle était cette guérison intérieure, cette capacité à transformer une expérience traumatisante en source de compassion et de sagesse. Cette capacité aussi à redéfinir ce qu'était une famille, non pas uniquement ceux qui partagent notre sang, mais ceux qui partagent notre chemin, qui nous soutiennent dans les moments les plus sombres, qui croient en nous quand nous doutons de nous-mêmes. Dans le silence de cette nuit étoilée, Laurent fit une promesse silencieuse à Juliette, où qu'elle soit, continuer à protéger et guider leur fils, mais aussi étendre cette protection à d'autres enfants blessés, à travers la fondation qui porterait son nom. Transformer la souffrance en espoir, la perte en générosité, la blessure en force, n'était-ce pas là le plus bel hommage qu'il pouvait lui rendre? « Regarde, papa !» s'exclama soudain Mathieu, pointant le ciel. « Une étoile filante !» Laurent leva les yeux juste à temps pour voir la traînée lumineuse traverser le firmament. « Fais un vœu, vite !» Mathieu ferma les yeux un instant, son visage illuminé par un sourire serein. Quand il les rouvrit, il semblait parfaitement heureux, ancré dans ce moment présent, libre des fantômes du passé. « Qu'as-tu souhaité ?» demanda Laurent curieux. « Si je te le dis, ça ne se réalisera pas », répondit Mathieu avec un clin d'œil espiègle. Laurent rit, reconnaissant dans cette réponse l'enfant insouciant que son fils avait enfin le droit d'être. « Tu as raison, gardons nos secrets. » Mais dans son cœur, Laurent savait que quels que soient les souhaits de Mathieu pour l'avenir, il ferait tout en son pouvoir pour les réaliser. Car si l'épreuve traversée lui avait appris une chose, c'était la valeur inestimable de ces moments partagés, de ces rires échangés, de cette confiance mutuelle reconstruite pas à pas. La vie continuerait avec ses hauts et ses bas, ses défis et ses joies. Mais désormais,
Ils avanceraient ensemble sur ce chemin, plus forts de